Aujourd'hui, on va parler de Ruby qui a fait une chute importante, qui a perdu environ 65% et qui est revenu sur des niveaux de 2015. Alors, on avait eu une énorme ascension puis une énorme chute. À voir si depuis cette période-là, est-ce que les chiffres ont augmenté, le chiffre d'affaires, les bénéfices, le free cash flow, etc. Est-ce que la hausse était justifiée? Est-ce que la baisse l'est tout autant? On va regarder les ratios et essayer de se faire un avis. Si on commence par regarder le chiffre d'affaires, on est en constante augmentation, c'est très bien, avec une énorme envolée ici. On a eu forcément en 2020, comme tout le monde était confiné, on a eu un ralentissement, on est passé de 5 à 4 milliards, mais ce n'est pas inquiétant, on est quand même sur une trend haussière, ce qui est une bonne chose. Au niveau des revenus nets, les revenus nets sont également en constante augmentation. On est un petit peu en stagnation ici depuis 1 à 2 ans. À voir pourquoi. C'est pas un problème si jamais c'est pour une bonne raison. Mais le souci, c'est aller voir les rapports financiers, les conférences call, voir pourquoi ici, puisque l'objectif n'est pas à partir d'aujourd'hui de stagner, mais bien de reprendre et de repartir de plus belle. Si on regarde au niveau des marges, les marges sont relativement faibles, mais c'est le secteur qui veut ça. Ce n'est pas Ruby qui est mal géré. C'est le transport pétrolier et ils font également du bitume. Ils sont surtout en train de développer d'ailleurs cette dernière branche énormément en Afrique, mais globalement sur les bitumiers et sur le stockage de pétrole, on a rarement plus de 5-6% de marge. On peut avoir du 7 pour des belles entreprises, mais globalement c'est le secteur. Donc des marges alors qui fluctuent forcément avec le baril du pétrole, les récessions, etc. Forcément quand vous avez une récession, vous avez moins d'activité économique, donc moins besoin, moins de stockage, etc. Quand vous avez des problèmes de tension géopolitique, vous avez des énormes flux et de la demande, et du coup comme Ruby est un distributeur, il peut augmenter ses prix puisque tout le monde veut derrière du pétrole et tout le monde veut stocker, etc. Donc on a des marges qui fluctuent, mais globalement on voit bien que sur le long terme ça se maintient. Et au niveau du rachat d'actions, on n'a pas du tout, on a de la dilution qui est relativement énorme d'ailleurs, de 93 à 100 millions. Donc là, à voir si c'est juste une fois pour se financer, pourquoi pas. Maintenant, il faut aller lire les rapports financiers, voir s'il y avait une bonne raison, s'il y a une nouvelle équipe management depuis 2-3 ans qui fait qu'ils ont arrêté, ou si ça peut reprendre de plus belle. Attention, encore une fois, ce n'est pas que une mauvaise chose. À se faire diluer là, passer de 93 à 102, 103, ce n'est pas énormissime si jamais c'est fini, et surtout si ça a financé derrière des projets qui ont 10, 15, 20% de rendement, pourquoi pas, mais il faut absolument savoir pourquoi, pour savoir si ça va se reproduire et de quel ordre. Si on passe au screener 2, au screener 2, on voit qu'on a un roadcheck qui est pas mal du tout, surtout pour une société dans ce secteur. 10%, entre 5 et 10% en général, on est sur des entreprises médiocres, moyennes. Au-delà de 10%, entre 10 et 15%, on commence à avoir des sociétés qui gèrent à peu près bien leur business et qui peuvent être, selon évidemment les secteurs et selon la société en question, mais globalement, c'est une bonne fourchette pour des sociétés qui sont pas mal du tout. Et au-delà de 15%, en général, on a des belles sociétés. Là, on est entre 10 et 14%, donc Ruby, sans surprise, est une bonne société, une moyenne bonne société, qui gère plutôt bien, et on voit surtout que le rocher est relativement stable dans le temps, avec forcément comme d'habitude des accros, des meilleures années que d'autres, mais on n'a pas des années à 2%, des années à 20%, etc. On part quand même entre 10 et 12%, on est très souvent dans cette branche-là. Au niveau du free cash flow, le free cash flow est en augmentation douce puisqu'il y a des années où on gagne beaucoup d'argent et des années où on réinvestit ou alors on rachète des actions ou alors on est sur de nouveaux projets, surtout en Afrique ces derniers temps. Donc on a globalement des hauts et des bas qui sont directement liés à l'activité et au fait qu'elle veut s'étendre, mais globalement on est sur une hausse douce, alors évidemment douce, mais une hausse quand même. Au niveau du price to free cash flow, on va changer l'échelle. On est sur un des price to free cash flow qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, puisqu'on est sur du 10. Et alors évidemment, il y a des grands écarts là, mais globalement, on voit qu'on était un peu au-dessus. Et 10, c'est pas mal du tout, puisque ça veut dire qu'au bout de 10 exercices fiscaux, vous récupérez votre argent. Enfin, la société récupère son argent et normalement, le cours a monté également. Et vous avez récupéré une partie de votre investissement, soit en dividendes, soit en rachat d'actions, soit en nouveaux investissements, ce qui fait que ça accélère encore la croissance. Bref, 10 exercices fiscaux, surtout que c'est du price to free cash flow et pas du price to earning. Si on regarde le screener 3, le screener 3, on a le PER qui est également aux alentours de 9. On voit, alors je ne sais pas pourquoi depuis 2017, il faudrait voir l'historique un peu avant. On est quand même sur un des plus bas depuis 2007, à voir si sur le long terme, il y a eu des moments plus bas, mais globalement 9, on est vraiment sur pas mal du tout. Au niveau de la dette, la dette est en croissance, alors à voir, à mesurer si la dette croît plus vite que les bénéfices, mais globalement sans surprise, sur ce secteur-là, il faut de l'investissement, il faut s'endetter. Il n'y a pas forcément que de la mauvaise dette. Une bonne dette, c'est une dette où on emprunte à un certain taux et avec cet argent, on arrive à financer une activité qui rapporte plus
que le ditto auquel on s'est endetté. Si c'est bien le cas, et là, il faut aller creuser, regarder l'historique, faire quelques petits calculs, quelques petits ratios et aller voir les conférences call, écouter les conférences call pour voir si c'est justifié. Mais globalement, on est sur un endettement relativement doux et quand on connaît l'activité de Ruby, ça ne me choque pas du tout. Au niveau des capitaux propres, on a des capitaux propres en constante augmentation. C'est une belle ligne droite, c'est très bien. On passe de 330 à plus de 2,7 milliards. C'est une belle hausse, surtout quand on voit ce qu'ils sont en train d'écrire en ce moment. Au niveau de la capitalisation boursière, on a un historique que depuis 2016, donc à voir pourquoi TradingView ne met que depuis 2016, mais globalement, on est sur du cyclique, on monte très fort dans les périodes qui sont tendues, on redescend très fort derrière, à voir si derrière il y a eu d'autres cycles ou si c'était juste un parmi le long historique, si c'était la seule crête qu'il y a eu, mais là, je n'ai pas plus d'historique que ça. Alors, est-ce que Ruby est parti pour faire une belle croissance? Alors, quand on regarde ici seulement les bénéfices, enfin les anticipations, on voit qu'on est à 3,007, 3,42, 3,62 et ici pas plus loin. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le sujet et en général, ce genre de business, c'est difficile de prévoir très loin puisque tout dépend de, alors un, du prix du baril de pétrole et deux, surtout avec leur nouvelle activité, de comment ça va se passer en Afrique. Mais globalement, on voit qu'on a une croissance de 3,07 à 3,42 à 3,62 et le but est de calculer ici pour par exemple 3,42. Est-ce que 3,42 par rapport à aujourd'hui 23, normalement on devrait avoir un bon ratio quand même. 3,42 divisé par 23, 23,4, allez. Ça nous fait du 14%. Oui, mais attention, ce sont les earnings et pas le price to cash flow. Donc, à voir aussi, s'il y a des réinvestissements, allez lire les rapports financiers et voir comment ça se comporte. Moi, le petit souci que j'ai avec Ruby, c'est au niveau des déclarations. Quand on regarde la différence au niveau du compte de résultat et qu'on regarde au niveau des coûts des marchandises vendues. C'est ce qui est énormissime, forcément l'activité qui veut ça, mais on a un énorme coût pour effectuer l'activité. On se rend compte quand même que sur un revenu total de 7 milliards 13, il y a 6 milliards 46, 6 milliards et demi en coûts de marchandises. Alors oui, c'est le business qui veut ça, ce n'est pas Ruby qui est mal géré, mais globalement, c'est énormément, c'est une somme énorme pour moi et ça veut dire que la marge de manœuvre est extrêmement limitée et qu'il peut y avoir des accros ou une société mal gérée ou un problème, et ce qui fait que tout pourrait partir en éclats. Attention, ça ne veut pas dire que Ruby n'est pas bien géré, ça veut juste dire attention, gros point de vigilance, et allez voir dans les rapports financiers, dans les conférences call, comment ils gèrent le sujet, comment ils se couvrent, parce qu'ils ont de la trésorerie et ils gèrent plutôt bien leurs investissements, mais il faut aller creuser pour bien dormir la nuit. En tout cas, Ruby est une bonne société dans son secteur. Le secteur, lui, peut vous plaire comme ne pas vous plaire, il a ses contraintes, mais surtout, ce qui peut être important chez Ruby, c'est la nouvelle direction qu'elle est en train de prendre. Alors, elle la prend déjà depuis quelques années, mais surtout pour l'Afrique, qui devrait être en pleine expansion, et le continent qui devrait avoir la plus forte progression dans les 2 décennies à venir. Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller écouter les conférences call, voir un peu les rapports financiers, mais comme je sais que souvent ce qui vous intéresse, ce sont les chiffres, aujourd'hui, on voit juste les courbes, histoire de vous donner l'eau à la bouche. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!